Et oui, la location meublée, c'est une surprise qui continue d'être dans le viseur du fisc. Après la fiscalité des revenus et des plus-values, c'est désormais les impôts locaux. Et sur les impôts locaux que la pression se fait un petit peu sentir. On sait que la taxe d'habitation a disparu pour les résidences principales. Et ben, les propriétaires de meublés, de tourisme, eux, ne sont pas tirés d'affaire. D'ailleurs, une décision du Conseil d'État vient de semer le doute. Qui doit payer, sous quelles conditions? On va répondre à ces questions, sachant que ce n'est pas tout. À côté de la taxe d'habitation, il y a aussi la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui s'applique aux locations meublées. Et donc, on se dit, mais 2 impôts locaux pour le même bien. Le casse-tête va continuer pour les bailleurs. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Alors déjà, la taxe d'habitation, elle a été supprimée, on le rappelle, tout le monde le sait, pour les résidences principales. Elle continue d'exister pour certains biens. On rappelle, s'il vous plaît, maître, les règles générales qui s'appliquent. Et pourquoi est-ce que la situation, parce que là, aujourd'hui, on vous parle des locations en meublé de tourisme, pourquoi c'est plus complexe? Alors, tout d'abord, vous vous souvenez qu'effectivement, en 2023, il a été décidé de supprimer totalement la taxe d'habitation pour les résidences principale, et uniquement pour les résidences principales. C'est un scoop, ça? Non, c'est pas un scoop, mais c'est l'axe de sûr. En revanche, donc, elle reste due pour les résidences secondaires. La mauvaise surprise, vous vous en souvenez, c'est que comme les municipalités ont eu moins d'argent, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation à titre principal, elles ont un peu renforcé la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça, c'est le premier sujet. La question qui se pose, c'est qui doit acquitter la taxe? La taxe, elle est due en principe par l'occupant au 1er janvier de l'année. Donc si vous arrivez et vous êtes locataire, vous arrivez le 2 janvier, vous vous débrouillez bien, vous ne payez pas normalement la taxe. Mais la question, elle n'est pas tout à fait dans le cadre de ce que l'on veut regarder. C'est que se passe-t-il? Donc si on a un locataire, donc si le bien n'est pas loué, eh bien c'est moi qui paie la taxe. À défaut que le bien ne soit occupé ni par moi, ni par un locataire, vous savez, c'est la taxe sur les locaux vacants qui vient s'appliquer, qui n'est pas non plus... Taxe sur les logements vacants. Les logements vacants, qui n'est pas cadeau non plus. Mais si vous louez le bien à l'année, eh bien c'est normalement l'occupant qui l'occupe au 1er janvier qui devra le payer. S'il prend son bail le 2 janvier, lui ne paiera pas la taxe d'habitation, alors que vous en aurez eu la disposition jusqu'à ce moment-là, c'est vous qui la paierez. La question qui se pose, que se passe-t-il pour les locations de résidences secondaires? Soit vous louez à la semaine, au mois. À la semaine, au mois ou à l'année, et le principe c'est qu'on considère que vous avez en fait la jouissance du bien au 1er janvier, même si c'est occupé par le locataire qui lui vient time to time, si je puis dire. Et à ce moment-là, c'est vous qui devez, en tant que propriétaire, continuer à quitter la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. On a envie de dire fin de l'histoire, c'est clair. En même temps, il y a une décision récente du Conseil d'État qui est censée clarifier les règles. Qu'est-ce qu'on retient d'ailleurs de ce jeu? Alors, c'est un couple qui louait, si mes souvenirs sont bons, 3 gîtes classés en meublé. Parce que le sujet, il n'est pas sur la location de longue durée, on le voit bien, il est sur la location courte. En Bretagne, une fois, c'est à la semaine, au mois. La semaine, au mois, c'est pour les vacances, c'est des personnes qui viennent pour 15 jours, une semaine, voilà. Et qui étaient passées par une plateforme du style Airbnb. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas à payer la taxe parce que le bien était mis en location. Et que, comme c'était mis en location la plus grande partie de l'année, ils ont considéré qu'il y avait une espèce de prorata et que ce n'était pas à eux d'assumer le sujet. Alors l'administration fiscale, elle a contesté ça. Dans un premier temps, elle a perdu. Le tribunal administratif de Rennes a donné raison aux contribuables en disant ben non, c'était majoritairement loué. Donc, mais le Conseil d'État est venu siffler à la fin de la partie et a dit voilà, c'est pas ce qui compte. C'est pas l'occupation réelle, en fait, c'est la possibilité pour le propriétaire de choisir ses locataires. À partir du moment où je dispose du bien, et je dispose du bien aussi pour le choix de mes locataires, je les prends pas, majoritairement ou pas dans la fin d'année, c'est le propriétaire qui va payer la taxe d'habitation. Donc ça fait ronchonner. Ce qui veut dire que pour les propriétaires, pour les loueurs en meublé, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation, quand bien même ils le loueraient en meublé, quand bien même ce serait loué en meublé le 1er janvier, eh bien, ils vont être redevables de la taxe d'habitation selon cette décision du Conseil d'État. Donc tous les propriétaires qui louent en meublé saisonnier doivent payer cette taxe d'habitation, ou il y a des solutions pour éviter? Le principe, c'est que j'ai la disposition du bien, y compris dans la location, je vais payer la taxe d'habitation. Parce que c'est logique aussi en même temps, quand même, non? C'est assez logique, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas le mettre sur un 1er janvier en disant que c'est celui qui occupe effectivement au 1er janvier. C'est quand même un peu ambigu. C'est quand même un peu ambigu sur un plan technique, c'est un peu ambigu. Mais bon, il fallait bien prendre une décision, le Conseil d'État a pris la décision et on la respectera. Alors la solution, ça pourrait être de dire, on retrouve la même chose, vous savez, quand on part à l'étranger et qu'on ne doit pas conserver de foyer permanent d'habitation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai d'accès au bien dont je suis propriétaire. Il y a plusieurs façons, hein, soit je le vends, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Non, c'est pas le sujet. Là. Soit je le donne, mais c'est mes enfants qui auront le sujet. Bah oui. Soit j'en donne, je le transfère et j'en transfère l'usage irrévocablement par mandat aux soins d'une agence. Je pense que c'est une solution, mais je ne suis pas sûr que l'administration fiscale ne le conteste pas, en disant ben voilà, moi je n'irai pas.
Et du 1er janvier au 31 décembre, c'est vous qui allez disposer du bien pour le louer. Et Comme donc, en se substituant, et là je ne paierai plus la taxe. Mais qui la paiera? Faut bien que quelqu'un paye alors. Ça va être très gênant. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas au moins me la revendiquer chez moi. Alors on pourra peut-être revendiquer la taxe, c'est celui qui l'habite au 1er janvier. Mais s'il vient du 25 décembre, comme ça se fait souvent, du 24 décembre jusqu'au 2 janvier, il ne va pas être tout à fait d'accord pour payer la taxe d'habitation. Mais le principe, c'est que si je veux utiliser précisément ce que me dit le Conseil d'État, je vais me dessaisir de l'usage du bien, et d'une façon visible, et d'une façon comment dire, que je peux démontrer auprès de l'administration, et qui est sans ambiguïté, mais l'administration pourra toujours me dire, vous avez fait un mandat à l'agence machin, mais je ne vous crois pas. Mais c'est la seule façon qu'on pourrait avoir de ne pas avoir à payer la taxe d'habitation. Et peut-être qu'à ce moment-là, la commune se contenterait des locaux vacants, mais c'est là non plus les logements vacants, mais c'est pas non plus tout à fait logique. Ouais. Donc on a un sujet qui a commencé, qui n'est pas fini. Sachant que la taxe d'habitation, et je l'ai découvert en préparant cette émission, n'est pas le seul impôt à surveiller pour les propriétaires de location meublée. Il y a la CFE, cotisation foncière des entreprises. Pardon, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute là? Mais le rapport avec la choucroute, c'est que c'est une taxe pour les entreprises qui disposent de biens immobiliers. Oui, mais entreprise. Non, oui, mais comme vous êtes en location meublée ou en location meublée non professionnelle, peu importe, vous avez une activité opérationnelle. C'est pas une activité civile, c'est une activité commerciale. Ayant une activité commerciale, vous êtes soumis à la CFE. Et cette CFE, elle est fondée sur la very famous valeur locative, dont on sait bien qu'elle évolue, dont on dit qu'elle va encore évoluer, parce qu'elle est fondée sur des valeurs de 70. Enfin, on voit bien que c'est quelque chose encore qui va pousser, avec un taux qui varie selon les communes. Sur cette valeur locative, on passe de 32,87 à Aix, à 16,52 à Paris, ou encore 24,88 à Orléans. Vous voyez une disparité totale. Et puis, il y a même des communes qui l'annuleraient ou qui n'en tiennent pas compte. Il y en a très très peu. Et donc, même si le bien n'est pas loué toute l'année, la CFE va rester due. Donc, les exonérations, c'est éventuellement quand vous louez une fraction de votre résidence principale. Vous louez une chambre pour des étudiants, c'est meublé. Là, a priori, sous certaines conditions, vous pourriez éviter la CFE. Je le disais tout à l'heure, il y a certaines communes qui ne le demandent pas, mais ça reste rare. Mais l'absence de location sur une année, parce que vous louez par exemple en N, vous ne louez plus en N+1 et vous louez en N+2, vous dites mais je ne l'ai pas loué cette année-là, bah oui mais c'est pas, on voit bien que vous l'avez loué un exercice avant, un exercice après, donc vous y resterez soumis. C'est une taxe qui va... C'est un problème ce chevauchement, pardon, possiblement entre la taxe d'habitation et la CFE. C'est une forme de double imposition. Est-ce que finalement ça peut devenir la norme, cette double imposition pour les loueurs en meublé? Normalement, les entreprises qui disposent d'immobilier, elles ne paient pas la taxe d'habitation. Mais elle paye la CFE. Mais elle paie la CFE. Et là, on est dans une situation... Qui envoie la CFE? Qui envoie la CFE, c'est le centre des impôts des entreprises. Ouais. Donc, ce qui va se passer... Comment ils ont accès à cette info, comme quoi... dès lors que, par les bulletins de recoupement, vous mettez dans votre déclaration que vous avez une location meublée, professionnelle ou pas, c'est un revenu qui va être en BIC, et en BIC, ça va être traité par le bénéfices industriels et commerciaux, pardon, et ça va être traité par le centre des impôts des entreprises, le SIE, qui va dire PIC, et qui va appliquer la CFE. Ça veut dire PIC? Oui, et PIC, c'est ce que vous allez recevoir, et pas dans l'oreille. Et donc, c'est quand même très gênant parce que si vous avez un bien que vous utilisez comme résidence secondaire et que vous le louez, poum, vous avez, pardon, là on passe de PIC à poum, oui, vous avez la taxe d'habitation. Onomatopée. C'est ça, oui. Pim pam poum dans le désordre. Oui. Et vous avez la taxe d'habitation et CFE. Et si vous louez exclusivement au profit d'un tiers, sans usage personnel, et que vous pouvez démontrer que vous n'avez pas cet usage personnel, normalement, vous n'aurez que la CFE. Donc ça veut dire, et pour clore et pour conclure, que les propriétaires doivent s'attendre à payer toujours plus d'impôts. C'est ça en filigrane? Les bases risquent d'augmenter, et ça c'est une assez mauvaise surprise, mais il y a une chasse qui est faite à l'immobilier d'une façon générale et aux propriétaires, et notamment on estime que c'est des revenus indus, sauf que c'est pas si indu que ça, il faut que la maison soit entretenue, vous n'accueillez pas des locataires de courte durée de la même manière que des locataires de longue durée, vous êtes obligé de repasser derrière eux à chaque fois, vous avez le plus souvent les draps, le linge, tout dépend du contrat que vous avez avec eux, mais c'est pas tout à fait le même travail, donc on peut considérer tout de même que ce travail que vous faites est déjà à une marge, c'est-à-dire pour ça qu'il y avait, vous savez, des régimes d'abattement, micro BIC, etc. C'est pas tout à fait illogique. Là, si on continue à retaper sur le sujet en disant, mais voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être moins de locations, mais les communes qui s'en plaignaient d'avoir trop de locations, elles vont se plaindre de ne plus en avoir parce que ces gens qui viennent dans ces résidences vont consommer tout autour. Donc, on se plaint parce qu'il n'y a pas assez de locations, soit c'est ça. Parce qu'il y en a trop. Voilà.
Merci beaucoup. Conseil, explication signé maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.